Bonsoir. Aujourd'hui, on va se faire coacher par Manuel. Non. Si, tu nous fais un coaching. Pas vraiment, mais je vous parle de coaching. Ah, tu veux nous parler de quoi? Je vous parle d'un livre qui s'appelle Coachability Ok. et que j'ai beaucoup aimé, Ok. dans lequel il y a des leçons pour tout le monde. Tu l'as vraiment lu ou t'as demandé à ChatGPT? Non, je l'ai lu. Oh, ça existe encore? Ah bah avec mes yeux. Oh, waouh. Putain, bravo. C'est un device assez pratique. Et alors, ça raconte quoi? On peut lire aussi avec les doigts, hein. Mais ça je sais pas le faire. Attends, moi j'ai une question. Ça fait plus de 25 ans que tu bosses. Qu'est-ce que t'en as à foutre de lire un livre sur est-ce que je peux être coachable? C'est ça se dit? Ouais, bah ça se dit pas, mais on va dire ça comme ça. À la monégasque. Bah, je sais pas le dire autrement, objectivement. Non, c'est intéressant parce que je trouve que ce livre parle d'un mal qui nous guette tous, qui est cette espèce d'assurance qu'on développe avec le temps dans notre métier, qui fait que on quitte peu à peu l'innocence du début, ces questions qu'on osait poser au début et qu'on pose plus aujourd'hui, etc., etc. Ça peut vite même se transformer en une espèce d'assurance ou d'arrogance. Voilà, la grosse tête, quoi. Ouais, ou même bah, c'est pas le petit jeune qui va m'apprendre quoi que ce soit. Ah, quel enfer. etc., C'est que j'ai déjà eu etc. ça. Hein. C'est horrible. Hein. Des vieux qui te disent ça, tu te dis putain, quel con. Et là, tu te dis, bah, c'est compliqué. Cette maladie peut tous nous atteindre, et je pense nous a tous atteints à un moment ou un autre. Et je trouve le sujet du livre intéressant parce que il parle de comment conserver son leadership à travers le temps, et son angle d'attaque, c'est de dire rester coachable. Anecdote. J'ai déjeuné la semaine dernière, j'ai fait un déjeuner business. C'est la première fois que j'en fais un. Je suis invité avec des gens qui font du business. Il revient sur vraiment tous ses principes. que je ne connais pas. Et on devait s'installer à table. Et il y avait la team des fils d'eux, tu vois, et la team des papas d'eux. Et donc tu comprenais très bien qui avait l'argent et qui ne l'avait pas à table. Eh bien, les jeunes m'ont dit « Ah ben, viens te mettre avec nous parce que t'es jeune ». Moi, je leur ai répondu, mais ben non, parce que j'ai envie d'apprendre, donc forcément, je vais aller avec les plus vieux. Je suis pas venu ici pour entendre parler de crypto, de Web3, enfin, je sais très bien. T'étais à une kermesse ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je te jure. Et ils étaient étonnés. Ils m'ont dit, ah bon, machin. Mais pour moi, c'était tellement logique. Et là, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, putain, ils veulent faire de l'entre-soi et rester dans leur zone de confort. C'est le principe. Hein. C'était rigolo. Voilà, anecdote. Cette anecdote est vraie. Oui, elle est vraie, Léo. Ben voilà. J'ai gagné. Fin du podcast. Merci à tous. Tu vas avoir un deuxième bonus. C'était un déjeuner business vroom vroom. Ah ouais, non, bah alors là. C'est pour ça que. Ah oui, bah tu s'expliques. Oui, tout s'explique. Oui, je comprends tout, effectivement. Et du coup, t'as appris à mieux faire vroom vroom, c'est ça? Non, pas du tout. Pour le coup, non. C'était des vrais businessmen. Ce que nous dit l'auteur, qui s'appelle Kevin Weld, si vous cherchez le livre. On mettra dans la description. Ah, ok. Eh bien, il nous dit un truc qui paraît assez évident, mais il nous dit lorsque les dirigeants gagnent en expérience et en âge, ils sont souvent moins réceptifs au coaching et au feedback. Avec l'âge et la progression dans la carrière, nous avons tendance à perdre de notre habitude autrefois forte de demander du feedback et du coaching. Mais est-ce que ça, c'est pas juste des gens qui veulent plus apprendre, qui ont moins la curiosité? Je pense qu'il y a un facteur social qui est intéressant, c'est qu'ils veulent bien apprendre, mais pas des plus jeunes. Oui, ça dépend de qui. Et en fait, il y a eu, avec l'arrivée d'Internet, un truc qui n'a jamais eu lieu auparavant dans notre civilisation, c'est que les plus jeunes se sont trouvés en position d'apprendre aux plus vieux. Et avant, ça a toujours été l'inverse. Ouais. Les plus vieux apprenaient aux plus jeunes. Mais souvent pour les mêmes raisons. Là, les plus jeunes ont expliqué aux plus vieux parce que les plus jeunes avaient cette curiosité peut-être en majorité d'apprendre, de tester plus vite, etc. Alors que les plus vieux jugeaient avant d'essayer, quoi. Ils ont de la curiosité, ils ont du temps. Ouais, ok. On va bien sûr. Bon, ça dépend, ça, je sais pas, c'est inéquitablement réparti. Et donc, il y a aussi des jeunes en mode loukoum. Oui, bien sûr, mais par défaut, quand t'es plus jeune, t'as quand même plus de ressources. Ouais, plus de ressources énergétiques, tu veux dire? C'est vraiment le mot que j'ai employé, oui. Non, parce que les ressources, ça peut être des moyens en tout genre. Mais j'ai dit plus d'énergie.
Ah, Tu veux qu'on ok. se batte? On peut le faire maintenant. Hein. Non, vas-y, commence, je te rejoins. On note, ok. Factuellement, les jeunes ont plus d'énergie, Mhm. mais par contre, de ce que j'observe, c'est pas ceux qui ont envie de se battre le plus, quoi. Mais parce que là, tu fais une étude sur l'ensemble de la population, mais factuellement, ok. biologiquement, Ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. par On est défaut. d'accord. Oui, c'est sûr. Mais je pense que c'est pas eux qui l'utilisent le mieux. Non, ça c'est certain, mais ça explique quand même que, selon moi, plus tu prends en âge, plus tu prends en expérience, plus tu te reposes sur tes acquis, moins tu es curieux. Et je pense aussi qu'il y a une question de posture. Quand tu es dans une boîte, tu as envie, si tu es le patron, de montrer que tu es le patron. Et ça, tu peux très mal le gérer. Ça, je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est la question sociale. Et ça, c'est très lié à notre modèle de société, qui est de dire que, pour paraphraser un ancien chef d'État, c'est que le chef doit chefer. Si tu atteins un certain niveau dans la hiérarchie, tu n'as pas besoin d'être le big boss, mais ne serait-ce que le manager d'une équipe, etc. On t'a beaucoup appris dans notre modèle sociétal qu'il ne fallait pas que tu sois pris en défaut. Que tu devais avoir la réponse à toutes les questions. Il faut que les gens te respectent. Pour être respecté, il faut être un peu craint. Tout ça, c'est un tissu de conneries, en fait. Tu peux pas avoir la réponse à toutes les questions, c'est impossible. Et tu as le droit de dire « je ne sais pas » et je vais vous dire. D'ailleurs, leur maladie maintenant, c'est de dire « je prends le point ». Est-ce qu'on dit pas ça aux gens qui sont pas faits pour être leaders, en fait? Le truc, moi je suis intimement persuadé que tu as au moins la moitié des gens qui lead quoi que ce soit, une équipe, un sujet, etc., qui n'ont rien à foutre là. Bah ouais. Parce qu'ils n'ont aucune capacité de leadership. Ils sont juste là parce qu'on a pour habitude de promouvoir les meilleurs experts comme des leaders. Ouais. Et ça, c'est une catastrophe. Ouais. Parce que du coup, on a de moins bons experts et de mauvais leaders. Et c'est un vrai problème. Par exemple, moi, je sais que je pourrais pas être leader parce que je serais obligé d'adopter une posture. Parce que j'ai pas cette autorité naturelle, en fait. Et de répondre aux gens. Et de répondre aux gens. Du coup, je serais obligé d'adopter une posture qui n'a rien à voir avec ma personnalité et qui, du coup, ferait de moi un très mauvais leader. Ouais, je pense que tu n'es pas fait pour ça. Bah voilà, mais ça tombe très bien parce que ça m'intéresse pas non plus, donc c'est bien, compatible. C'est aligné. Mais il y a des gens qui rêvent d'être leader parce qu'on leur a vendu dans notre modèle social que être le cadre supérieur qui manage une équipe, qui est un chef de service, tu vois tous ces anciens mots là, chef de département, etc. Des trucs qui n'existent plus en Moi, fait. je suis chef de région, perso. Bah, c'est surtout que la vraie connerie, Moi, je suis chef de rayon. dans plein d'industries, le leader est mieux payé que l'expert. Donc les gens ont juste envie d'avoir le poste qui rapporte le plus. C'est ça le Aussi, drame ouais. en fait. Et j'allais en venir à ce sujet également, c'est la question de la valorisation. Exactement. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'expertise technique ou technologique, ou l'expertise sous toutes ses formes, soit au moins aussi valorisée que le leadership. Parce qu'on a besoin des deux. Tu as besoin d'une bonne expertise et tu as besoin d'un bon leadership. Il n'y a pas de raison que la seule voie pour atteindre des niveaux de rémunération et de responsabilité importants soit le management. Et c'est le problème de beaucoup du modèle managérial d'entreprise. C'est que la seule voie pour progresser, pour être vu de la hiérarchie, pour que son travail apparaisse sur le radar, c'est de prendre des positions managériales. C'est pas du tout d'être un expert. Alors que dans un modèle plus américain, tu visitais l'Apple Park il n'y a pas longtemps, mais on pourrait citer Google, etc., etc. Je peux te dire que les mecs qui lead la boîte au sens leadership, c'est vraiment leur expertise c'est les ingénieurs qui ont une expertise sur un sujet et eux, ils sont ultra valorisés. Les managers sont là pour gérer. Mais je dis pas qu'ils sont moins valorisés, mais dans des boîtes de tech où c'est la guerre des talents, la guerre de l'expertise, les experts sont au moins aussi valorisés que les managers, si pas plus. Mais c'est très européen d'imaginer qu'une personne qui doit te manager a forcément fait ton métier en étant expert aussi avant. Aux US, tu le vois, il y a par exemple des coachs d'entrepreneurs, des coachs en développement personnel pour des entrepreneurs, des CEO. Ils n'ont jamais été CEO ou entrepreneurs. Mais juste, ils sont tellement bons dans l'écoute, dans la communication, etc., qui vont permettre à des entrepreneurs de mieux se réaliser, de faire des bons choix, etc. Donc, j'ai l'impression aussi que ici, on a tendance plus facilement à se dire «
ah c'est normal qu'il soit mon manager parce que en même temps t'as vu ce qu'il a fait dans la boîte il y a 5 ans, machin, etc. Je me retrouve pas mal dans cette vision, moi. Mais tu peux être très bon manager sans être un bon expert. Je pense qu'il y a des managers Oui, de non, mais- développeurs web qui n'ont jamais codé une page web de leur vie. Mais je crois quand même que ça dépend de ta personnalité. Ok. Si tu es un excellent manager, tu peux manager des gens dont tu connais pas toute la technicité. En revanche, si tu l'es un peu moins, si tu es un peu moins dans la compréhension et dans l'apprentissage comme en parle Manuel, je pense que tu as besoin d'avoir compris et d'être passé par la souffrance de la personne que tu as en face de toi, devant ses enjeux, etc. Tu as besoin de tout ça. Et c'est ce qui fait aussi la qualité d'un entrepreneur comme Elon Musk. C'est que c'est un gars qui a tout le temps les mains dans le cambouis. Il veut toujours comprendre ce qu'il fait. Alors ça pose aussi d'autres problèmes, Ouais. mais je crois que ça lui confère certaines qualités. Mais moi je trouve que c'est ce qui fait que c'est un mauvais leader. Mais d'ailleurs, notre auteur, dans le livre, il dit « Si vous devez choisir entre former des managers à être de meilleurs coachs ou former des collaborateurs à être plus aptes à être coachés, misez sur la puissance de la capacité à être coaché. Ouais. » Ce qui est intéressant, c'est ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il argumente beaucoup ce que moi j'appellerais la plasticité des organisations. C'est-à-dire garder un état d'esprit à être coaché, c'est garder une organisation qui est beaucoup plus plastique, malléable, pour s'adapter à la réalité. Une organisation qui importe de la compétence, de l'expérience, des managers de haut niveau, etc., elle importe aussi de la certitude, elle importe aussi de la rigidité. Et en fait, il faut un bon équilibre entre tous ces éléments-là. Dans la partie technique, oui, il faut de la certitude. Oui, il faut des mecs qui ont déjà éprouvé des échecs, testé des technologies, qui choisissent leur dogme technologique, leur plateforme, leur stack techno pour développer un produit, si on parle de notre industrie à nous, mais transposé dans d'autres industries, c'est pareil. Si tu engages un boulanger, tu préfères un mec qui a déjà fait du pain depuis pas mal de temps et qui l'a fait dans 3 à 4 fournils différents, parce qu'il a un peu plus d'expérience et il a développé quelques certitudes, plutôt qu'un mec qui n'a pas d'expérience et Bien qui sûr. va tout apprendre. Mais de l'autre côté, il faut de l'adaptabilité dans le modèle managérial. Parce que aujourd'hui, la façon dont on vend du pain, c'est pas la même qu'il y a 15 ans ou 20 ans. Mais ça, c'est hyper difficile. C'est comme je parlais tout à l'heure de la posture. L'équilibre à trouver, c'est incroyablement technique. Parce qu'il y a des gens qui sont trop gentils parce qu'ils ont peur d'être trop méchants. Il y a des gens qui sont trop méchants parce qu'ils ont peur d'être trop gentils. Et sur les décisions, c'est pareil. Quand tu prends une décision de leader, comment tu sais si tu es en train peut-être de faire une connerie et d'aller trop loin, ou alors si tu fais pas assez de conneries par de désir de rester la même boîte et de pas te perdre. On m'a souvent posé cette question. Je n'ai pas de réponse simple. La seule chose que moi je puisse dire, qui résume à peu près ma position en toutes circonstances, c'est qu'est-ce qui te paraît le plus juste. La question n'est jamais de donner raison ou tort. La question est de désincarner la problématique. Donc le problème peut être porté par des humains que tu aimes bien ou des humains que tu n'aimes pas. Ça ne doit pas changer ton avis, que tu les aimes bien ou que tu les aimes pas. Donc comment tu reviens à l'information pure et comment tu essayes intrinsèquement de prendre la décision qui te paraît la plus juste. Ça me rappelle une des dernières phrases que Steve Jobs a dit à Tim Cook quand Tim Cook lui a demandé un conseil pour la succession de la boîte. Jobs lui a répondu « Ne te demande jamais ce que j'aurais fait ». C'est un très bon conseil. Ce qui est plutôt rassurant. Putain, c'est ouf, je savais pas ça. C'est smart de fou. Ah, il a raison. Parce qu'il est pas Steve. Ouais. Et parce que c'est paralysant Et parce que de se poser ce genre de questions. Et puis c'est de l'extrapolation. C'est-à-dire c'est en réalité pas ce que Steve aurait fait, c'est ce que Tim Cook imagine que Steve aurait fait. Et c'est surtout une question à laquelle tu ne trouves jamais de réponse. Parce que par définition, elle ne peut pas exister. Donc je pense que ça rejoint ce que tu disais. Tu ne peux pas te poser la question, c'est inutile de te poser la question de qu'est-ce qu'il est bon de faire, puisque tu ne le sauras qu'en le faisant, ou qu'en faisant l'inverse. Mais c'est la raison pour laquelle on parle de la solitude du chef d'entreprise, c'est que face aux grandes décisions dans une entreprise, tu es toujours seul. Ouais. Tu peux avoir tous les conseils de la Terre, tous les coachs de la Terre. Pour moi, un coach ou un conseil, c'est comme un coach de sport, c'est-à-dire que il t'apprend les routines d'entraînement, les bonnes postures, comment progresser sans te blesser, qu'est-ce qui produit des résultats, qu'est-ce qui n'en produit pas. Il t'amène de la connaissance. Mais la pratique, c'est à toi de la développer.
Tu peux lire tous les bouquins que tu veux sur le sport, si tu vas jamais à la salle, t'as pas de pratique. Et pour prendre de bonnes décisions, il faut en avoir pris beaucoup de mauvaises. Mais sur ce que tu disais, Léo, la difficulté de à chaque fois jauger à être trop gentil et parfois trop dur, je sais que c'est l'un des points qui est parfois difficile quand tu commences à travailler avec Manuel. Manuel, tu le fais excellemment bien et c'est d'autant plus chiant quand tu le fais bien. Parce que le matin, tu peux te poser des questions, vouloir faire participer les équipes, etc. sur un point. L'après-midi, t'as les équipes qui vont l'ouvrir sur un truc en se disant tiens, là Manuel il est malléable aujourd'hui, on peut peut-être lui soumettre ça et tout, ça va être non là tu fermes ta gueule, on va faire ça comme ça. Enfin, il dit pas tu fermes ta gueule quand même. Hop, moi il me le dit, mais c'est oui, moi. non, mais d'accord, mais vous avez une relation, je préfère le préciser parce que vous avez une relation particulière. Mais parce que je prends des raccourcis. Non, parce que parfois, bien sûr. Romain, quand il raconte des trucs de Manuel, C'est vrai. c'est quand même assez lunaire. Je me demande ce que les gens imaginent du coup. Mais je trouve que Ça doit être très bizarre. c'est vraiment très difficile à faire. Manuel a essayé de me l'apprendre à un moment où j'avais une ou deux personnes, etc. dans mes équipes. Je ne sais pas du tout le faire. Moi, c'est soit je suis un truand et les gens vont vouloir courir, soit je suis beaucoup trop gentil, je me laisse écraser. Je sais pas le faire. J'adore cette phrase. Je le dis très souvent. Et je pense que quand on a percé le mystère, qui est pas très compliqué à percer, Un film personnel. on comprend très bien le truc. Moi, j'ai plaisir à dire souvent, j'apprends énormément des erreurs que font les gens en appliquant mes conseils. Oui. C'est vrai. Voilà. Je trouve ça parfait. Alors, je fais la même chose en recommandant des films à mes potes que j'ai pas vus, mais sur lesquels j'ai un soupçon de Quel merde. connard. Et du coup, C'est vraiment un connard. ils le regardent. Et derrière, s'ils me disent que c'est pas bien, j'y vais pas. C'est vraiment un connard. Bah après, tu me bassineras plus parce que t'as pas regardé le Mais film en sur Netflix. l'occurrence, je t'ai conseillé un chef-d'œuvre. Oui, Donc, sûrement. t'as pas le droit de l'ouvrir. Tu ne pourras plus jamais me dire t'as mis trop longtemps à le regarder. Non, mais toi, t'es un ami plus proche. Donc, toi, je te conseille que des grands films. Pardon. Jusque-là, c'est Je vrai. te conseille Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Évidemment. Bon, alors notre auteur, pour revenir à notre bouquin, il dit l'arrogance, l'insécurité et l'isolement limitent la capacité des dirigeants à recevoir et à mettre à profit du feedback. Et il a listé 5 symptômes Ok. assez rapides. On va passer dessus. C'est pas le retour des listes. Hein. Le premier, c'est l'arrogance. Il parle des dirigeants. Il dit lorsqu'ils montent dans la hiérarchie et connaissent de plus en plus de succès, les dirigeants pensent parfois qu'ils dominent la situation et qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Et c'est vrai. Bien sûr. Beaucoup de dirigeants sont dans cette position aussi parce qu'on leur confie le fait de diriger une zone de business ou une zone de compétences qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Donc ils sont dans une zone de confort et de certitude. Et petit à petit, ils pensent que ils sont un peu les rois du monde en fait. Ça avait étonné beaucoup de gens quand, dans l'échange avec Luca Di Meo, qui est le CEO du groupe Renault, Luca Di Meo disait mais moi, au moins une fois par mois, je descends dans les sous-sols avec les ingénieurs des bagnoles, etc., pour leur poser des questions. Les gens se disaient mais c'est un truc de fou, mais en fait il disait que c'est là où j'apprends le plus. Bah, tu m'étonnes. C'est là où je découvre que ce qu'ils font là-haut dans la paperasse et dans les bureaux, est-ce que ça fonctionne réellement ou est-ce que je suis en train de faire perdre du temps à 10 personnes pour un truc qui pourrait être fait par une seule personne. Ouais. Bah, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi, sans trahir de secret, on est en train de faire un nouveau grand studio dans l'agence pour du live stream. Bah, moi, je suis avec tu peux me trouver un matin tôt en train de discuter avec les ouvriers sur les passages de câbles. Les gens comprennent pas en fait. Mais ce que je trouve le plus fou, c'est que vous pouvez envoyer un mail à Manuel et il vous répondra un mail hyper long, bien détaillé, sur des conseils de quoi appliquer dans votre situation et tout. Et ça, c'est exceptionnel quand tu connais sa position, qu'ils prennent le temps de faire ça. Complètement fou. C'est faux, ne m'écrivez pas. Deuxième point, une apparence de force, on en a parlé. Les dirigeants peuvent éviter de poser des questions ou d'admettre des lacunes par crainte de paraître faible. Ouais. Bah ouais. Et ça, c'est vraiment la dimension sociale. Ça, je pense que c'est un des trucs les plus graves. C'est quand, dans l'organisation, il n'y a pas d'acceptation du fait de ne pas savoir ou de ne pas avoir la réponse, qu'on stigmatise le fait de ne pas savoir,
c'est un problème. On a le droit de stigmatiser le fait de ne pas savoir et de ne rien faire pour savoir. Ouais. Ça, c'est pas acceptable. Mais ne pas savoir à un instant T, dans un monde où la connaissance est partout et il te faut juste 4 minutes et demie pour avoir cette info, ça ne reflète pas de la qualité de la personne qui est en face de toi, qu'elle sache ou qu'elle ne sache pas. Par contre, qu'elle ne fasse rien pour acquérir cette connaissance, s'en emparer et raisonner avec cette connaissance, ça c'est un problème. Et c'est hyper engageant pour ton équipe que l'information et le savoir circulent dans les deux sens. De se rendre compte que tu es capable d'apprendre d'eux, qui peuvent aussi t'apporter des choses, ça doit être hyper galvanisant pour une équipe. Bah, c'est juste la vie d'êtres humains qui sont ensemble et qui essayent d'avancer vers le même but, en fait. Après, on a fait des organisations hiérarchiques parce que dans un modèle post-industriel où tu dois gérer du volume, du débit de produits, etc., bah, tu as besoin d'organiser les choses pour qu'elles fabriquent du volume, du produit fiable et conforme. Ouais. Mais dans une industrie de la connaissance où il s'agit d'avoir des idées, de raisonner, de challenger, d'innover, bah, le modèle managérial hérité du modèle industriel est plus extrêmement adapté au modèle de la connaissance, en fait, à cette étape-là, en fait. Mais parce qu'en fait, pour moi, le manager, il n'a pas particulièrement plus de connaissances. C'est simplement que son expérience lui confère la possibilité d'avoir la décision finale. Mais ça ne veut pas dire que les gens en dessous de lui ont moins d'expérience, ont moins de connaissances, etc. Et la preuve, c'est regarder comment on est gouverné. On ne le sait pas assez, mais souvent, quand un gouvernement veut prendre une décision sur un sujet un peu technique, il va convoquer les experts de ce sujet, de tous bords. Il va convoquer les forces en puissance. Donc ça peut être les syndicats, les représentants de différentes experts, etc., etc. Et en fait, il va faire des assises ou des réunions de travail, etc., de façon à forger son opinion avant de faire sa proposition de loi. C'est bien un aveu du fait qu'il lui manque de l'expertise, qu'il va la chercher, et qu'ensuite il va fabriquer sa proposition de loi. Après, on peut en être d'accord ou pas d'accord. Après, ça devient de la politique, c'est autre chose. Mais sur la méthode, bien sûr, c'est intéressant de consulter. Après, troisième point, on l'a dit aussi, c'est la sensibilité à la flatterie. Les patrons sont souvent entourés d'employés qui les flattent dans l'espoir de faire avancer leur propre carrière. Les dirigeants doivent être clairs sur le fait qu'ils veulent tout entendre et qu'ils ne blâmeront pas les personnes qui jouent le jeu. En gros, petit à petit s'installent dans les organisations des petits royaumes. Et en fait, ça me fait penser à la Folie des grandeurs, où tu as Louis de Funès qui dit à son valet, qui est, je crois, de mémoire incarné par Montand, qui dit « Flattez-moi, Blaze ». Tu vois, Et en fait, il y a un petit moment au début de sa journée où il attend d'être flatté. Parce que c'est comme ça qu'il démarre bien sa journée. En fait, il y a plein de managers qui sont entourés d'une petite cour de gens qui leur disent exactement ce qu'ils ont envie d'entendre. Elon Musk. Et ça conduit à des catastrophes souvent. T'es vachement bien habillé aujourd'hui, Manuel. Enfin, en même temps, comme je m'habille à peu près tous les jours de la même façon. Et à l'inverse, je trouve que ça paraît logique, mais tous ceux qui n'ont pas besoin de cette flatterie sont souvent ceux qui sont pas forcément compris. Y a plein de marques dans mon métier où je vois d'autres créateurs qui me disent « Ah mais je comprends pas comment tu fais pour que cette marque elle te contacte autant de fois, etc. » Moi je leur dis juste la vérité en fait. Donc quand ils me demandent mon avis, je leur dis que ça c'est de la merde ou que ça va pas, etc. dans d'autres termes. Et tu t'aperçois, en tout cas encore une fois dans mon industrie, que plein de créateurs sont là que pour flatter la marque. À n'importe quelle soirée où ils vont aller, etc. Ils vont leur dire « Mais c'était super, merci encore pour le produit, ceci, cela. » Mais vu qu'ils font tous la même chose, personne n'est remarqué au milieu de cette foule de lèche-cul. Et à la fin, celui qui ressort, en tout cas, si la marque... pour moi, c'est vraiment un red flag. Hein. C'est la personne qui va dire les choses. Quoi. Mais si on ça dépend. Moi, j'ai déjà eu des discussions avec des marques qui n'étaient pas... on se souvient. Qu'elles ont mal pris parce que je leur disais ce que je pensais. Donc, c'est pas universel, à mon sens. Bon, on va aller vite. L'isolement, qui est le quatrième point. Les dirigeants récemment promus se trouvent isolés de leur pairs et du feedback dont ils ont besoin pour apprendre. Ça, c'est le fait que
à partir du moment où tu as été nommé manager, etc., tu es un peu tout seul dans ta tour d'ivoire là, Ouais. et tu t'es un peu coupé de ce qui te permettrait un peu d'apprendre, et tu règnes un peu sur tes troupes, et c'est un vrai problème. Il y a aussi le... Pardon. Vas-y. Il y a vraiment le... Il doit y avoir un changement dans la façon dont les gens te voient au sein d'une boîte qui t'isole par défaut, en fait. En fait, moi, j'avais une anecdote à ce sujet. Quand on me demandait à partir de quand la boîte avait vraiment changé de fonctionnement. Et l'anecdote, c'est souvent à partir du moment où on t'invite plus à déjeuner avec les équipes. Ah, C'est-à-dire, il y a une taille c'est vrai. à partir de laquelle tu vas manger avec tes équipes. T'es le patron de la boîte, t'as fondé cette boîte, t'engages les gars, vous bossez ensemble, vous avancez, chacun dans vos responsabilités, etc. Et à partir du moment où tu vois les équipes aller déjeuner et ne plus t'inviter à déjeuner avec eux, bah ça y est. Ils te voient plus comme un membre d'entre eux, ils te voient comme le patron. Parce que tu leur as dit ou ça se fait naturellement? Non, ça se fait naturellement. Il y a un déclic comme C'est ça. rigolo. C'est putain. Il y a pas une parce que taille. c'est la 10e fois que tu venais pas? Non. Ok, Ok. marrant. Et tu peux parler avec plein d'entrepreneurs. C'est un truc, c'est une astuce très facile à détecter. Mais il suffit que je fasse ça alors. Putain. Léo, tout à l'heure, tu citais Et Léo, Steve. je te rappelle que tu déjeunes tout seul. Ah oui, déjà, c'est vrai. Quand tu citais Steve Jobs, c'était quand j'en avais parlé en vidéo sur l'Apple Store de la 5e avenue, quand il avait répondu au promoteur du General Motors Building, qui était l'énorme immeuble où il y a maintenant l'Apple Store à la 5e avenue, qui lui avait proposé un bureau dans cette grande tour. Et Steve avait répondu: oh non, ça m'emmerde, moi je reste à Soho, j'apprends avec les jeunes, je veux pas être dans cette tour au-dessus de tout le monde. Ça, c'est marquant, mais c'est vrai. Il a fini au-dessus de tout le monde quand même. Oui, c'est vrai. Enfin, dernier point, la rétrogradation du feedback. Les dirigeants, parfois, prennent conscience de la nécessité de travailler leur capacité à être coachés, mais ils donnent la priorité à d'autres objectifs. Il y a beaucoup de dirigeants qui ont conscience du fait qu'ils doivent s'améliorer dans leur capacité à apprendre, à se mettre en danger, à ne pas savoir, etc. Mais ils prétextent l'opérationnel, les urgences du quotidien, l'intensité du travail comme étant des raisons suffisamment valables pour ne pas investir sur eux-mêmes. Donc en fait, ils disent implicitement le business opérationnel a plus de valeur que le fait que j'investisse sur moi pour continuer à être un bon manager. Ça, c'est un symptôme, en règle générale. Quand les mecs vont pas aux formations que tu leur proposes, n'investissent pas sur leur capacité à apprendre ou trouvent des prétextes pour décaler les cycles de formation interne que tu leur proposes, c'est un bon red flag. Ouais. Bah, j'irai pas à la formation. Moi, perso. Du coup, Manuel, t'as des conseils? Alors moi pas, mais l'auteur oui. Je suis sûr que t'aurais des Ouais, toi conseils. aussi. Oui, peut-être. Arrête, tu vois, là, t'es trop coachable, j'ai Ouais. l'impression. Hein. Je trouve aussi. Là, Mais trop open-minded. on rend hommage à un mec qui a écrit un bouquin sur la question quand même. Ah, il est Donc, mort non, ah merde, putain, on est désolé, vraiment. pas à ma connaissance en tout cas, mais Il est au-dessus de tout le monde. il donne des petits conseils. Je vais tous vous les donner en vrac et puis on en parle après. Il dit: soyez précis, évitez de poser des questions génériques de type comment tu me trouves. Demandez du feedback sur des points précis. En fait, est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est pas bien? Et en fait, ça oblige les gens à se positionner. Tu peux pas dire, tu peux pas juste donner un feedback comme ça. Oui, c'est bien. Parce que si tu montres pas que t'es ouvert à la critique et à leur avis, il y a quand même de grandes chances pour qu'ils le donnent pas du tout. Bah bien sûr, ils vont pas prendre le risque de te vexer. C'est vraiment de la merde ce que t'as fait. Donc la façon dont tu poses la question donne un degré d'ouverture à l'acceptation de la critique. Ouais. Donc ça c'est très bien. Ou c'est de la même façon. Il dit dans son bouquin un truc que j'ai bien aimé. Il dit poser 2 questions. Demander qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et en fait, demander aux gens de répondre aux 2. Ok. Sinon, les gens vont naturellement te dire que ce qui est bien. Ouais. Oui, parce que là, comme ils viennent te dire un truc qui était bien, ça leur laisse une porte pour dire un truc qui, même si ça c'était bien, pourrait être amélioré. Voilà. Ils te diraient pas juste quelque chose que tu devrais améliorer. Et toi, puisque t'es pas con, t'écoutes pas tout ce qui est bien. Bah, Bah, si, c'est un feedback aussi. Tu écoutes, mais tu y accordes moins d'importance par rapport à la deuxième question qui est plus intéressante parce que là, il y a des axes d'amélioration. Un truc qui est beaucoup oublié par les managers avec le temps,
mais ça c'est aussi l'arrogance de l'expérience, c'est de ne pas faire les post-mortem de projet. Donc c'est, t'as fini un projet, ben tu débriefes ce projet. Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, etc. Et en fait, ça c'est une best practice qui est faite dans le milieu médical, après les opérations, qui est faite dans le milieu spatial, après les lancements de fusées, etc., etc. Qu'elle ait explosé ou pas, hein, c'est pas le sujet. Mais Si elle a explosé, on sait ce qui s'est mal passé. Hein. oui, mais on peut Pas aussi forcément. lister des choses qui se sont bien passées, en Oui. fait. Et donc, Ils sont tous morts. Mais il y a eu des flammes au début et ça c'était bon signe. Bravo les gars. C'est génial, on a une super vidéo. eh ben, le post-mortem, c'est un truc, c'est pas une option, en fait. Il faut le faire, Ok. derrière tous les projets. Et tu nous le conseillerais par exemple à Léo et moi, même sur des vidéos, si on doit travailler avec des personnes sur nos vidéos, après Toujours. chaque vidéo. Sérieusement? Toujours. Alors moi je travaille avec personne, donc je le fais moi-même. Mais en fait, disons que Quentin, il t'envoie des feedbacks sur le post-mortem des miniatures ad vitam aeternam, mais bon... C'est rapide, hein, mais on en parle, oui. Mais moi, tu me conseillerais de le faire, par exemple, Manuel, vraiment sur des vidéos avec mon monteur, Toujours. avec la prod, etc. De dire, bon, on a sorti ça, qu'est-ce qui était bien, pas bien, qu'est-ce qu'on peut. Ah ouais? Ouais. Putain, je le fais pas du tout. Et de leur demander aussi qu'est-ce qui vous a plu dans la vidéo, qu'est-ce qui vous a pas plu dans la vidéo. Aux équipes. Oui. Ok. Je vais essayer. Et je suis sûr qu'ils ont des choses à dire sur qu'est-ce qui leur a pas plu Ok. et que tu n'aurais pas imaginé. Alors ça, c'est un feedback différent, mais c'est ce qu'on a naturellement avec YouTube. C'est ça. Avec Vu les qu'on a commentaires. tellement de commentaires et tellement de stats que je pense même pas à consulter l'équipe. Par contre, quand on lance une vidéo, j'ai une conve avec l'équipe où je partage quelques résultats. Quand ils sont bons, je les félicite, etc. Enfin, il y a un truc un peu Mais de. c'est vrai que ça doit être un feedback très très intéressant. Ok. Mais je pense que c'est hyper frustrant quand tu es dans une équipe qu'on te demande pas ça, alors qu'on voit le créateur accorder beaucoup d'importance aux commentaires Ouais. à des gens qu'il ne connaît pas, Ok. alors que accorder de l'importance au feedback de ces équipes avec lesquelles tu travailles toute l'année, c'est quand même vachement important. Bah, j'en profite parce que Manuel, j'ai pas trop aimé ta dernière vidéo. C'est vrai ? Ouais. Ah, bah, écoute, étant donné que j'en ai pas fait, ça me va. Je peux vous l'avouer dans ce podcast, je sais pas si un jour je sortirai cette note. J'ai créé une note avec les pépites de Manuel et j'ai repris vraiment toutes les interviews de Manuel qui sont disponibles sur internet et je vous assure que j'ai découvert Elle des fait pépites. C'est vrai 10 gigas. Voilà. Alors moi, je connais déjà c'est pas des ma conneries. préférée. Regarde, pépite Manuel Diaz, je me suis amusé une après-midi. Mais vraiment Léo, il y en a que t'as jamais vu de ta vie. Je connais déjà ma préférée. Oui, je sais, mais il y en a des certaines, gens elles qui sont ont du temps. exceptionnelles. Il y a des gens qui ont du temps. Prochain live Twitch, Manuel, quand je t'invite, on regardera les pépites de Manuel Diaz. Toujours détecter dans son équipe la personne la plus franche. On sait tous que dans une équipe, il y a un mec qui a pas peur, qui dit ce qu'il pense, etc., etc. Ben en fait, au lieu de l'éviter, passe du temps avec ce gars. Parce que si ce mec a le courage de dire des trucs qui te dérangent, donc de se mettre en position de risque, en fait, De dire la vérité. il va te dire effectivement des choses qui ont de la valeur. Repérez les signes, soyez attentifs aux signaux, directs et indirects. Ces indices subtils donnent des informations sur la façon dont vous êtes perçu. Dans les signes, il y a plein de trucs en fait. Est-ce que les gens ont tendance à écourter les réunions avec toi ? Parce que ça, Quel enfer. c'est plutôt intéressant. Alors que d'habitude, Vraiment, pas je trop. dois y aller là. Ouais, c'est ça. On avait mis 1 heure, ouais, non mais là j'ai un truc. Ok. Ça, c'est vachement intéressant. Tous les signes indirects, en fait, que souvent on ignore. Genre les retards au podcast, par exemple, ça voudrait peut-être dire que t'aimes pas trop le podcast. Par exemple. Ah d'accord. Mais si on écourte une réunion avec toi, Manuel, elle dure 18 secondes en fait. C'est vrai. C'est tellement vrai. Ça t'arrive jamais. Bah, disons que... Une réunion avec Manuel, c'est des TikTok. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas d'au revoir, il n'y a pas de lien dans la bio, il n'y a rien. Et puis, dernier élément que l'auteur nous donne, c'est privilégier la clarté. Chaque fois que vous doutez d'un élément de feedback, cherchez à le clarifier. Donc, dès qu'un truc n'est pas clair, fais reformuler. Et moi, j'utilise beaucoup la technique de la reformulation pour dire, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Réexplique-moi. C'est toujours pas clair. Et en fait, à force de pousser les gens à reformuler, ils enlèvent vraiment tous les trucs, tous les salam alaikum, J'allais etc. dire exactement ça, c'est un truc que tu fais beaucoup, de dire va droit au but. Parce que souvent les gens aiment bien enrober leurs critiques ou leurs remarques
dans tout un tas de détails dont on se fout complètement. Et j'ai entendu souvent Manuel dire pareil. abrège. Oui. Et sinon, plus simplement, ça donnerait quoi? ça marche bien aussi. Et du coup, effectivement, t'as un truc qui est plus direct à la fin parce que de Oui. toute façon, tu l'as cherché. Bah oui, mais c'est ce que je veux, Oui. en fait. Parce que c'est ce qui est vachement intéressant, en fait. Après, t'en tires les conclusions que tu veux. Tu y accordes de l'importance, tu trouves qu'il y a de la valeur, tu vas trier un peu là-dedans, etc. Mais autorise les gens à être désagréables avec toi. Ça va, t'es pas la reine Surtout quand t'es d'Angleterre. désagréable avec eux. Mais moi, je suis jamais désagréable avec les gens. Par contre, je suis toujours direct avec eux. Oui, mais ça peut être désagréable. C'est la conséquence. Oui, bah, bien sûr. Mais je n'ai aucune passion pour être agréable ou désagréable. Je ne considère pas que ma fonction soit d'être agréable ou désagréable. Encore heureux. D'être juste. Le plus juste possible, ça serait pas mal. Juste le blanc. Alors, il paraît qu'il n'a pas de prénom. Et votre prénom, c'est juste Et Marlène, c'est bien votre sœur. Marlène, sa sœur. À bientôt. La bise. La semaine Bye bye. prochaine. On a commencé avec Coachability, on a fini avec le dîner de con. Et ça me plaît.